Emmanuel Aumonier, Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère, l'émission qui s'intéresse aux médias dans toutes ses formes. Et ça tombe bien, Gaspard Ganser est justement un invité pour s'intéresser aux médias dans toutes ses formes. Bonsoir Gaspard. Bonsoir. Alors, vous êtes l'ancien chef de la communication de François Hollande à l'Élysée. En tout cas, c'est comme ça souvent qu'on vous présente, qu'on se souvient de vous. Pourtant, vous avez fait beaucoup de choses depuis. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir, de deux miroirs, de celui de la politique, puisque vous êtes présenté au législatif sous la bannière LREM à Paris. Et puis, le miroir des médias. Vous avez été chroniqueur chez la dernière grande star de l'animation à la télévision, Cyril Hanouna. Et puis vous êtes toujours chroniqueur chez France Info. Vous avez, j'ajoute votre CV déjà pléthorique malgré votre jeune âge, que vous êtes professeur à HEC et à Sciences Po, et vous avez fondé Ganser, qui porte donc bien son nom, en 2020. Alors votre métier donc principal, c'est quand même conseiller en communication. C'est quoi le plus important dans ce métier ? C'est quoi les qualités vraiment indispensable? Alors je pense qu'il y a plusieurs bonnes manières d'être un bon conseiller en communication, mais pour moi il y a deux qualités principales. La première, c'est quand même il faut aimer parler avec des gens, il faut aimer le relationnel. On dit souvent que le métier de communicant, c'est un métier de relations publiques. Aux États-Unis, ils disent PR d'ailleurs pour public relations. Donc je pense qu'il faut aimer parler, rencontrer, échanger, sentir l'air du temps. Et la deuxième chose, c'est que je crois quand même à l'ère du digital, l'essentiel c'est la créativité. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir le numéro des journalistes ou d'avoir les bonnes personnes influentes dans son cabinet d'adresse. Il faut aussi avoir des idées à apporter à ses clients, et qu'ils soient des clients politiques ou des clients privés. Ça date de quand votre intérêt pour la communication et les médias, depuis tout petit, ou vous rêviez de faire autre chose, joueur de tennis ou, Pas du tout. Alors joueur de tennis, malheureusement, j'étais pas assez doué, tout comme joueur de rugby, j'étais pas assez fort. Mais moi, je suis entré à Sciences Po pour plutôt faire du journalisme. Et le hasard m'a conduit, je dis bien le hasard, ça peut sembler incroyable, à passer des concours administratifs et donc à devenir un haut fonctionnaire assez classique dans sa dimension rébarbative, spécialiste du droit, du budget et autres. Et en fait, je dois ma rencontre avec la communication à un homme, Bertrand Delanoë, parce que je travaillais à la mairie de Paris, je m'occupais d'affaires culturelles, et il a eu la drôle d'idée de me confier la responsabilité de sa communication, parce qu'il sentait que ça pouvait m'intéresser. C'est vrai que c'était une époque où les réseaux sociaux étaient en train d'arriver, on était à la fin des années 2000, entre 2008 et 2010, et comme j'avais envie de travailler avec lui, j'ai accepté, et ça a été une sorte de coup de cœur. J'ai adoré tout de suite ce boulot. La communication, est-ce que vous pensez qu'au même titre, alors elle est enseignée, donc vous êtes enseignant, vous enseignez notamment la communication, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous la considérez comme une science, comme un art, au même titre qu'autre chose, ou est-ce que c'est plus un truc de petit malin où il faut avoir de l'instinct? Alors c'est marrant parce que quand j'ai accepté d'être conseiller en communication de Bertrand Delanoë, tous mes camarades énarques m'ont dit mais franchement c'est n'importe quoi, tu vas discuter de la couleur de la porte, de l'utilisation de tel ou tel mot, c'est vraiment pas sérieux. Je pense qu'ils auraient pas réagi plus négativement si je leur avais annoncé que j'allais ouvrir un club de sport ou un club de surf au Mexique. Donc c'est pas perçu comme un truc sérieux. On dit souvent d'ailleurs c'est de la com, c'est que des paillettes, machin, etc. Moi je pense que bon, c'est pas une science comme on va dire la science physique, hein, calmons-nous. C'est pas un art comme la sculpture. En revanche, je pense que quand même c'est un domaine d'activité dans lequel l'expérience, la technique compte, notamment à l'ère du digital, dans lequel il y a quand même des choses qui se mesurent, notamment sur l'effet des choix que l'on fait. Mais donc c'est l'alliance d'une bonne connaissance technique et d'un bon sens créatif. Et est-ce qu'on a une durée de vie limitée quand on est un communicant, parce qu'il faut être toujours à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles applications, des nouvelles réseaux sociaux, où va se passer la communication? Est-ce que c'est possible d'avoir une carrière pléthorique à la Jacques Attali ou Alain Minc? Est-ce que vous voyez encore dans 50 ans être capable, par exemple, de conseiller le prochain président, enfin le président de la République, quoi? Est-ce que vous en seriez capable? Alors je sais pas du tout ce que je ferai dans 50 ans, parce que j'ai envie d'avoir 1000 vies, mais je crois qu'il est possible de vieillir comme communicant, parce que si on reste jeune d'esprit, si on continue à s'intéresser aux tendances du moment sur les réseaux sociaux, dans la presse, à rester en éveil et en s'entourer aussi de gens plus jeunes que soi pour se stimuler, ça peut fonctionner. Donc peut-être que dans 50 ans, je serai une sorte de vieux maître Yoda de la communication. Alors entre les hommes politiques
et les journalistes, et puis avec les communicants au milieu, il y a un peu une sorte de guerre. Chacun cherche à imposer sa temporalité, son agenda. Est-ce que vous pensez qui gagne en général? Est-ce que ce sont plutôt les médias qui imposent leur temporalité ou les hommes politiques? Et comment le faire? Je pense que la machine médiatique, pris dans son ensemble et sa diversité, est toujours plus forte que n'importe quel émetteur, que ce soit un émetteur public ou privé, que ce soit un homme politique ou un dirigeant d'entreprise, parce que la concurrence fait, la multiplicité des canaux fait que les gens qui ont des choses à dire, que ce soit les chefs d'entreprise, des hommes politiques ou des femmes politiques, sont dépendants quand même de la réception par les médias. Mais après, pris individuellement, chaque média, parce qu'il a une audience limitée, des contraintes aussi économiques, peut, dans le cadre d'une discussion, d'un deal, non pas se maîtriser, parce qu'il faut respecter la liberté de la presse, mais s'influencer. On peut réussir à faire passer ses idées, et chacun est dans son rôle. Le journaliste, il est là pour poser des questions, pousser dans les retranchements, investiguer en toute liberté. Et l'homme ou la femme politique, comme le dirigeant d'entreprise, ils sont là pour faire passer leurs idées selon leur propre, comme on dit en communication, spin, leur propre effet donné dans la balle. Alors, la communication, c'est basiquement faire passer un message. Pour faire passer un message, on est obligé de recourir un peu à la manipulation. On manipule pas forcément les gens à qui on fait passer le message, mais par contre, il faut manipuler un peu les médias. Vous assumez cette dimension de manipulation qui est pas forcément mauvaise au sens étymologique premier du terme. Hein. C'est vrai que c'est pas très agréable de se présenter soi-même comme un manipulateur, mais j'observe que les gens qui s'intéressent de près à la communication utilisent ce terme. Fabrice d'Almeida, il a écrit un que sais-je. Je suis ici d'ailleurs. Sur un que sais-je sur la communication, et il l'a appelé la manipulation. David Colomb, il a écrit une histoire de la communication politique. Il a écrit l'art de la manipulation. C'est drôle, vous citez un ancien invité et le prochain. L'art de la manipulation de masse. Voilà, donc l'un comme l'autre, ils utilisent ce terme-là. Ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir présenter les faits pour les mettre au service de votre argumentation, comme on le ferait dans une dissertation. Faut pas mentir, en revanche. Je pense que la communication, c'est pas le mensonge, c'est, on va dire, le cadrage, l'habileté, peut-être, l'agilité, la capacité à rebondir sur les événements et à surfer les bonnes vagues. Moi, j'aime bien me présenter, après Maître Yoda, comme un surfeur, peut-être une sorte de Patrick Swayze dans Point Break. Que vous vous adaptez aux éléments. Voilà, il faut s'adapter, surfer les bonnes vagues. Vous êtes donc, je l'ai rappelé en introduction, enseignant. Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement de la communication en France? Est-ce que vous trouvez qu'elle est autant prise au sérieux que dans les pays anglo-saxons, où, comme vous l'avez un peu esquissé à l'instant, c'est un peu une discipline qu'on met un peu sur le dessous de la table, quoi. En France, c'est sûr que ceux qui s'intéressent aux sciences de l'information et de la communication, qui sont une discipline universitaire, il y a une agrégation du supérieur liée à cette discipline universitaire, bénéficient certainement de moins de prestige que ceux qui font des mathématiques ou de la science physique. Ils ont tort, parce que c'est une matière qui est en plein devenir, dans laquelle il y a beaucoup de travaux de recherche. Alors en France, il y a des chercheurs de grande qualité, Brigitte Seba, Pierre-Emmanuel Guigaud, plein d'autres. David Colomb, on en a parlé tout à l'heure via le prisme historique. Et surtout aux États-Unis, parce que c'est vrai que dans ce domaine, comme dans beaucoup, c'est quand même les Américains qui donnent le là, à travers l'étude des sciences comportementales, tout ce qu'on appelle le nudge. Donc c'est beaucoup croisé avec les sciences sociales en général, l'économie, la sociologie, mais c'est une science vraiment très sérieuse. Vous avez le nudge, ce qui consiste à faire un petit coup de pouce pour induire un comportement. Par exemple, vous savez, c'est l'exemple des mouches qui sont mis dans les urinoirs dans les aéroports pour vous aider à viser tout droit quand vous allez aux toilettes. Je suis désolé du détail scabreux, mais c'est très concret. Ou tout ce qui est imaginé en termes de design pour induire votre décision et votre comportement. Je veux dire que c'est très scientifique et ça marche très bien. Vous avez donc on l'a dit tout à l'heure, une spécificité. Vous avez fondé votre agence de conseil, de stratégie, de communication, de relations publiques. Est-ce que dans cette agence, vous avez principalement des clients issus de la sphère économique, de la sphère politique, peut-être aussi médiatique? C'est ça à peu près le profil de vos clients? Je me concentre sur quand même les dirigeants d'entreprise, déjà pour changer un peu. J'ai beaucoup conseillé des personnalités politiques, Bertrand Delanoë, François Hollande, Laurent Fabius, et donc ça m'intéresse de varier les plaisirs, et surtout on apprend beaucoup auprès d'eux, et je suis même ultra spécialisé dans le secteur du numérique. Après, il m'empêche pas de façon informelle de discuter avec telle ou telle personnalité politique, de plusieurs camps d'ailleurs, en tant qu'on reste
dans le champ républicain. Et par ailleurs, je peux travailler avec on va dire des institutions ou des organisations qui interviennent pour l'intérêt général. Par exemple, j'ai travaillé pour le Congrès mondial de la nature qui s'est tenu à Marseille. Je travaille pour la Ligue nationale de rugby ou ce genre de choses. La politique politicienne en ce moment, j'ai pris un peu de recul parce que vous en avez beaucoup mangé. J'en ai beaucoup mangé. Je me suis pris quelques coups. J'ai aussi beaucoup pris de plaisir en rencontrant des gens. Et il y a un temps pour tout. Il y a des époques surtout. Ça reviendra. Alors, dans votre agence, l'une de vos activités, c'est le media training. Oui. Vous dites que la prise de parole médiatique est quasiment assimilable à un sport de combat. Pourquoi ? C'est vrai parce que c'est vrai qu'une personne qui n'est, pour vous c'est facile, vous êtes journaliste donc vous avez l'habitude d'être derrière un micro, mais pour un dirigeant d'entreprise c'est pas simple. Il a l'habitude de maîtriser tout ce qu'il dit, surtout quand il est le patron de sa boîte, c'est le chef quoi, c'est un peu Dieu au sein de son entreprise. Et quand il se retrouve confronté à un journaliste, il a pas l'habitude d'être mis en difficulté ou voire même simplement de raconter de façon simple ce qu'il dit. Donc ça on apprend cela à nos clients et puis surtout on est dans un monde de crise dans lequel le buzz, les bad buzz sur le digital notamment peuvent survenir de plus en plus rapidement. Et là, c'est clairement du full contact ou du kickboxing qu'il faut faire vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors, moi j'ai une question pour vous aussi. Qu'est-ce qu'un bon client dans les médias ? Parce qu'on a toujours dit c'est un bon client, lui on invite-le, c'est sympa, il est déjà dans le taxi. Et puis il y a Bourdieu, pour lui qui définissait un bon client de manière très négative. Il disait que c'était un fast thinker, donc quelqu'un qui pense très vite, mais sous-entendu très mal aussi, et qui est capable donc très rapidement de développer une analyse sur à peu près n'importe quoi, n'importe quand. Est-ce que pour vous c'est positif d'être un bon client, et qu'est-ce que c'est un bon client pour vous ? Moi, je trouve qu'un bon client, c'est quelqu'un qui est naturel. Naturel dans la forme de son expression. Je trouve que, par exemple, Nicolas Sarkozy, avec ses tics de langage, ses roulements d'épaule et sa tête qui dodeline, on sent que c'est lui qui parle, quoi. À l'inverse, parfois, de certains hommes ou femmes politiques qui sont beaucoup plus coincés. Par exemple, François Hollande, qui est très sympa dans le privé ou dans une réunion, parce qu'il est très drôle, très fin. À la télé, il avait tendance à se rigidifier un tout petit peu. Donc ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est vrai qu'on sent très bien à la télévision, la personne ou la radio, la personne qui est en train de vraiment de calculer, etc. Donc, quand on dit les choses naturellement, je veux croire qu'on peut aussi les dire avec intelligence. Alors évidemment, on déplie pas des concepts pendant 5 heures comme Pierre Bourdieu le faisait fort bien au Collège de France, mais on peut quand même dire des choses intéressantes en peu de temps. Vous savez, I have a dream, je suis désolé de reprendre la parole, mais I have a dream, le fameux discours de Martin Luther King, ça dure moins de 10 minutes. C'est pourtant très intelligent. Ouais. Alors, il y a une autre, je vais continuer à faire du name dropping avec Georges Bataille qui disait que c'était l'angoisse qui supposait le désir de communiquer. Est-ce que vous pensez que toute communication finalement elle est toujours fondée sur l'angoisse ? On a peur, il y a une gestion de crise, il y a une crise qui va venir, ou alors on va bien mais on a peur que ça ne continue pas à aller bien. Est-ce que la communication c'est forcément pour détendre quelque chose ? C'est très intelligent. Je ne connaissais pas ces propos de Georges Bataille, donc il faut apprendre quelque chose chaque jour. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose et je trouve ça assez juste. On parle pour lutter contre une angoisse. On le voit souvent d'ailleurs pendant les périodes de crise. Le premier réflexe, ça peut parfois être de se mettre la tête dans le sable, un peu comme une autruche, mais ça peut être aussi de commencer à parler un peu pour dire n'importe quoi. Et c'est Pierre Dac, alors j'ai une référence un peu moins philosophique que la vôtre, qui disait quand on n'a rien à dire, on n'est pas obligé de le faire savoir. Donc parfois, il faut aussi savoir se taire. Et c'est ce que j'essaie de dire à mes clients. Donc ça, c'est l'angoisse face à la crise. Mais de façon plus générale, même en dehors des crises, il y a beaucoup de gens qui parlent pour occuper le terrain, peut-être de peur de disparaître, parce que c'est ça l'angoisse beaucoup d'hommes et de femmes politiques. C'est que si on les voit plus à la télévision, on les entend plus à la radio, quelque part ils n'existent plus. Ce qui est d'ailleurs assez faux, parce que je pense que justement le silence peut recréer du désir, quoi. Alors c'est difficile parce qu'il faut avoir confiance en soi, penser que les plats vont tourner et vous revenir. Mais je crois que ça reste vrai. Mais est-ce que c'est possible en politique où on a un peu l'impression que dire c'est faire et que la parole a cette vertu performative et que voilà, si on parle pas, si on ne dit pas ce qu'on fait et presque si on ne dit pas tout court, même si on ne fait rien, on a perdu.
Alors c'est vrai que la parole en politique est performative. On l'a vu récemment avec l'annonce du confinement le 16 mars, quand Emmanuel Macron va à la télé et dit restez chez vous, les gens sont restés chez eux. Et c'était simplement quelques mots prononcés. Donc ça c'est vrai qu'on a des décisions. Après il y a beaucoup de gens qui parlent pour ne rien dire, et ça c'est quand même un gros problème. Et ils ont le sentiment que leur simple logorée verbale suffit en fait à occuper le terrain. C'est assez faux parce qu'en résultat on ne les entend plus. En fait, parfois on vous écoute, on vous entend surtout quand vous parlez peu et bien, vous savez. C'était le cas d'Édouard Philippe un peu. Ouais, peut-être. Il respectait, ou de Bertrand Delanoë dont je parlais tout à l'heure. Il prend très rarement la parole, mais quand il la prend, les gens l'écoutent. Récemment, il a pris la parole sur France Inter pour dire son attachement à une nouvelle loi pour le droit à mourir dans la dignité. Et c'était très juste et très 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 bien senti. Alors il y en a un qui parle beaucoup, c'est Cyril Hanouna. Ça c'est sûr. Vous avez été son chroniqueur. On en parle depuis quelques temps, principalement depuis qu'il a sorti son livre avec Christophe Barbier, comme possiblement un animateur du débat de l'entre-deux tours présidentiel. En tout cas, on comprend que lui, il aimerait beaucoup. Est-ce que vous trouvez cette idée, parce qu'on pourrait considérer qu'elle n'est pas si saugrenue que ça. Est-ce que vous la trouvez saugrenue? Je la trouve étonnante, c'est sûr, mais pas si saugrenue que ça. Pourquoi ? Parce que Cyril Hanouna, on peut l'aimer, on peut le détester, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il a capté quelque chose de l'époque. Alors il l'a fait à sa manière, parfois de façon excessive, parfois de façon un peu gaguesque, mais il regarde ses émissions des gens qui ne regardent aucune autre émission. Donc ça lui donne une responsabilité particulière et il sait que derrière lui, il y a une communauté de gens extrêmement variés, de tous milieux sociaux, de tout âge, des gens très jeunes, pour lesquels il veut dire quelque chose. Après, est-ce que pour autant il s'épanouirait dans le rôle de l'organisateur d'un débat d'entre deux tours ? Je suis pas sûr que ça soit... Il le co-animerait, de toute façon. Voilà, j'espère qu'il le co-animerait, mais je suis pas sûr que ça soit dans ce registre-là qui soit le meilleur. Peut-être dans l'animation d'une grande émission politique sur C8 ou ailleurs, ça je peux le voir. Mais vraiment, le journaliste qui anime le débat d'entre deux tours, il s'occupe de la gestion du temps, quoi. Et est-ce que d'un point de vue strictement réaliste, est-ce que vous pensez que ce soit possible, c'est-à-dire que médiatiquement, on laisse à Cyril Hanouna les clés de la bagnole un peu, quoi? Alors tout seul, ça me semble totalement impossible. Je sais qu'il a beaucoup d'ennemis dans le paysage audiovisuel français, mais rien n'est impossible. L'époque nous a prouvé que on pouvait être très surpris par le parcours des uns et des autres. Pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que ça n'arrivera pas. Mais en revanche, que Cyril Hanouna soit un personnage central de la campagne présidentielle, ça c'est certain. En tout cas, Cyril Hanouna, on en parlait avec notre dernier invité Aurélien Bélanger, qui s'intéressait aussi beaucoup à lui, parce que il considérait que c'était sans doute une des dernières grandes stars de la télévision française, un des derniers animateurs stars. Un peu, on arrive à une espèce de crépuscule de la télévision qui ne produit plus de stars, et lui c'est la dernière. Est-ce que vous pensez que Cyril Hanouna, il arrive avec justement son aura à tirer la politique vers le haut parce que justement il intéresse des gens qui ne s'y intéressent plus, des jeunes, des classes populaires, ou est-ce qu'au contraire il termine de la ridiculiser en affichant comme ça des buzz, des clashs, en parlant de vie privée? Est-ce que vous pensez qu'il fait du bien à la politique ou pas, en clair? Moi, je pense qu'il fait plus de bien que de mal parce qu'il permet à des jeunes d'aller devant l'écran de télé et de s'intéresser à des débats politiques. Après, Cyril Hanouna n'est pas l'organisateur de l'époque. Il en est plutôt le produit, le symbole, le catalyseur. Non, je pense pas. Je pense qu'il en est plutôt le catalyseur. Après, tout n'est pas parfait dans ces émissions, hein. Moi, je me suis parfois retrouvé un peu mal à l'aise, pris entre des gens très extrêmes, notamment d'extrême droite. Donc ça, voilà, c'était pas trop ma tasse de thé. Ça, c'est sa marque de fabrique, de mettre autour de la table des gens qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche ou plus au centre, comme moi, même si je fais pas de politique au sens actif du terme. Mais il y a des moments, c'est vrai que c'est un peu bizarre de se retrouver quasiment toutes les semaines face à Jean Messia ou Florent Philippot. Ça vous fait quand même bizarre, hein. Vous n'auriez pas conseillé à François Hollande de faire un entretien avec Cyril Hanouna, si si, je lui aurais conseillé, bien sûr. Et je pense que s'il faut parler, pour parler à tout le monde, faut s'exprimer partout.
Alors François Hollande, justement, parlant, il s'est distingué par un style de communication un peu de président journaliste. Alors c'est vrai qu'il passait son temps à commenter sa propre action, un peu comme vous l'avez dit à l'instant, comme quelqu'un qui aurait peur qu'on n'en parle pas finalement s'il ne l'a commenté pas lui-même. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu et est-ce que c'est une stratégie ? Je pense qu'il y a plusieurs François Hollande communicants. Je pense que François Hollande a été excellent dans sa communication au moment des moments les plus graves du quinquennat, les attentats notamment, ou les entrées en guerre, ou même la COP 21 qui a permis la signature de l'accord de Paris, où là il a été vraiment excellent, tant dans la conception stratégique de sa communication que dans sa mise en œuvre et son expression. Après, dans le tout venant de la communication, c'est vrai c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui donc a besoin de contrôler son image et surtout son expression. Il s'intéresse plus au message qu'à l'image, d'ailleurs, c'est peut-être un des sujets. Et il a toute sa vie, on va dire, fait son propre storytelling, sa propre narration médiatique. Il a été une source pour des journalistes pendant près de 30 ans. Et une fois qu'il était devenu président, il l'a fait un peu moins, mais il a eu du mal à s'arrêter parce qu'il se disait que c'était aussi à lui de tenter d'influencer le cadrage journalistique. Il y est parfois arrivé, mais ça s'est surtout beaucoup retourné contre lui à la fin. Il y a eu évidemment cette image de président normal et j'imagine que vous avez contribué à la façonner. Est-ce que vous regrettez cette image? Parce qu'il y a il y a une dialectique, et effectivement il y a deux options, mais c'est un peu ce dont on discute depuis le début. C'est-à-dire où on prend une posture gaullienne très au-dessus des gens, où on prend une posture normale, on essaye de ressembler aux gens. Mais finalement, comment savoir ce que recherchent vraiment les gens? Est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui leur ressemble comme chef, ou est-ce qu'ils veulent au contraire quelqu'un dont ils sentent qu'il est différent d'eux et qui va et c'est ça qui va lui donner peut-être sa légitimité de chef, non? Ouais, c'est une question compliquée. Je pense que le président normal, c'est une excellente idée de campagne électorale parce que ça permet de faire le contraste par rapport à Nicolas Sarkozy. Les Français voulaient changer de président, ils avaient un désir d'alternance en 2012 et François Hollande l'a incarné avec cette idée de la normalité qui répondait à l'hyper-présidence de Sarkozy. C'est aussi une bonne idée démocratique parce que c'est vrai que moi je trouve que la 5e République, c'est un système un peu trop monarchique. Il y a trop de pouvoir concentré à l'Élysée et on n'a pas besoin de rajouter de l'extraordinaire ou de l'exceptionnel dans une fonction qu'il est déjà. En même temps, les Français sont paradoxaux, c'est-à-dire qu'ils aiment bien quand même l'autorité du chef, et donc il faut aussi pouvoir leur en servir. Je crois qu'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a essayé de faire. Alors parfois, ça nous déconcerte. Il essaye d'être en même temps un monarque républicain et un président youtubeur. Dans la même séquence médiatique du confinement, il a quand même fait des allocutions présidentielles très solennelles, en prenant des voix très graves, un peu comme quelqu'un qui ferait un grand discours du haut d'une montagne, tel un prophète, et en même temps, il allait faire des roulades dans le jardin de l'Élysée avec McFly et Carlito. Donc il essaie de tenir les deux bouts du fil. C'est difficile quand même. Alors justement sur McFly et Carlito, est-ce que c'est une manière efficace de faire la politique? Alors là on revient un peu exactement presque sur ce qu'on disait sur Cyril Hanouna, c'est un peu les mêmes ficelles. Est-ce qu'il a gagné des électeurs selon vous en allant voir McFly et Carlito, ou est-ce qu'il en a plus perdu, Emmanuel Macron? Je pense qu'à court terme, il en a ni gagné ni perdu. En revanche, il s'est attribué quand même les atours de la modernité. Je pense que les jeunes qui ont vu McFly et Carlito, cette émission-là, ne se sont pas dit chic, on va voter pour Emmanuel Macron, parce que les jeunes sont quand même très à même de décrypter les codes de la communication politique et qui connaissent très bien cette émission. Donc en fait, ils décryptent, comme nous on décrypte les publicités à la télé, eux ils décryptent ce qui se passe sur YouTube. Donc je pense pas qu'il y ait des jeunes qui soient dit qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron grâce à cette émission. En revanche, je pense que ça lui a fait du bien vis-à-vis d'un électorat plus âgé, qui aime la jeunesse d'Emmanuel Macron et tout ce qui est tout ce qui est une occasion de montrer qu'Emmanuel Macron est jeune plaît aux vieux. Alors, il y a eu, après en revenant sur François Hollande, il y a eu un peu le coup de grâce à la fin du mandat avec, un président ne devrait pas dire ça. Le livre donc des journalistes d'Avel et l'Homme, fondé sur des heures d'entretien avec François Hollande. Est-ce que vous étiez d'accord avec ça? Est-ce que vous avez cautionné? Est-ce que c'est vous qui avez presque instigé, ou au contraire vous êtes tombé des nues quand vous avez fait ça?
Alors, je n'étais pas à l'origine, parce que c'est François Hollande qui en est à l'origine. J'ai pas eu le choix, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'Élysée, c'était déjà lancé. J'étais assez sceptique au départ, notamment parce que je savais que ces journalistes avaient fait des bouquins très durs sur Nicolas Sarkozy, donc je me disais qu'il n'y avait pas de raison qu'ils en fassent pas un sur François Hollande. À un moment, il y a eu un problème avec Jean-Pierre Jouyet, qui était secrétaire général de l'Élysée, et ces deux journalistes à l'occasion de la publication d'un autre livre, où ils ont rapporté des conversations qu'il avait eues à propos de François Fillon et Nicolas Sarkozy. Ça nous avait mis dans une grande difficulté. Et à ce moment-là, j'ai conseillé à François Hollande plutôt de moins les voir, voire de ne plus les voir. Je crois que c'est ce qu'il a essayé de faire. Et puis après, il a recommencé à les voir presque en cachette, ce qui est un peu bizarre. Parce que peut-être que de toute façon, il en avait déjà tellement dit qu'il n'était plus possible de s'arrêter. Ouais. Alors donc vous avez été le chef de communication de François Hollande. J'imagine que vous êtes aussi intéressé aux stratégies. Vous avez étudié celles des présidents précédents. Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple? On parlait de Nicolas Sarkozy. Vous disiez qu'il était plutôt bon. Qu'est-ce qui vous a marqué chez Nicolas Sarkozy, par exemple? Moi, je pense que Nicolas Sarkozy, il a une chose qui est exceptionnelle, c'est que quand on le voit à la télévision, on l'écoute à la radio, on se dit que c'est lui et totalement lui, et donc on ne doute jamais de sa sincérité, tant sur la forme que sur le fond. Je pense qu'après, il a reproduit une technique de communication qui avait été notamment inventée par Alastair Campbell, le communicant de Tony Blair, c'est l'ancien Premier ministre britannique. C'était l'idée du carpet bombing, le tapis de bombe médiatique, on sature l'espace médiatique, et donc c'est vrai que dans les situations de crise, il a réussi à le faire. Après, je pense que ça s'est retourné contre lui, parce qu'il était tellement présent à la télévision que les gens n'en pouvaient plus, quoi. Ouais. Voilà. Faire attention à cela, faut pas lasser les gens. Emmanuel Macron est parfois pas loin de ça, c'est-à-dire que je pense que force de faire des allocutions solennelles où il réunit 20 à 30 millions de personnes, les gens finissent par lui dire, bon, on l'a un peu trop vu, lui, donc un peu de recul, un peu d'espace, un peu de hauteur, ça fait du bien aussi. Est-ce qu'il y a un président de la République dont vous admirez, français, j'entends particulièrement la commission, lui ça a été le meilleur Bah, je pense que le sommet de la communication présidentielle, c'est François Hollande, justement François Mitterrand en 88, une sorte de maestria, c'est le président jupitérien avec beaucoup de distance, il était conseillé à cette époquement par... On dit que Emmanuel Macron, ça ouais, s'inspire mais beaucoup. l'époque n'est pas la même, et Macron n'est pas Mitterrand. Mitterrand, il était marmoréen, il a un visage de cire comme ça, impeccable. Il n'avait pas la jeunesse d'Emmanuel Macron qui fait plus penser à Bonaparte ou un youtubeur ou Rubin Pré, je ne sais pas. Donc non, Mitterrand exceptionnel, mais celui qui a pris le plus de risques en termes de communication et qui est vraiment intéressant à suivre, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors Valéry Giscard d'Estaing, c'est exceptionnel, quoi. Des conversations au coin du feu, les vœux, l'accordéon, les vœux aux Français. Emmanuel Macron a copié beaucoup de choses de Valéry Giscard d'Estaing, notamment du point de vue de l'image, le président qui fait du ski, le président qui fait du foot. Alors Emmanuel Macron joue pas de l'accordéon, mais on n'est pas loin. Alors il y a beaucoup de questions aussi sur le rôle et la responsabilité des médias dans l'élection du président de la République. On dit les médias ont fabriqué un tel, comme on l'a dit, ils ont fabriqué Emmanuel Macron avant qu'il ne soit adoubé par le peuple. Il a été adoubé par les médias. Est-ce que vous croyez à cette espèce de rôle des médias? Là, on l'a dit aussi qu'Éric Zemmour. On a dit Éric Zemmour, les médias lui font sa campagne. S'il n'y avait pas les médias, il a été à 18%, je crois, il serait pas à 18%. Est-ce que vous pensez que les médias ont vraiment autant de pouvoir aujourd'hui? Ils ont une responsabilité, mais en revanche, je pense pas du tout qu'il y ait un complot médiatique pour permettre à tel ou tel candidat d'émerger. Je crois qu'il y a plutôt des candidats qui réfléchissent intelligemment à leur positionnement, un peu comme on pourrait faire pour un produit de grande consommation dans un supermarché, et qui, à un moment donné, identifient qu'il y a une attente de l'opinion publique et donc des médias. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en proposant cette candidature jeune et disruptive en 2016-2017, ce que fait en ce moment Éric Zemmour, même s'il se tasse un peu. En revanche, il y a quelque chose un peu spécifique qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle, c'est qu'on assiste quand même à une concentration des grands groupes de médias audiovisuels. TF1 et M6 vont se rapprocher d'un côté, de l'autre côté, il y a le groupe Bolloré, Vivendi, très concentré. Et ça pose quand même des questions du point de vue du rôle des médias dans le respect du pluralisme de la presse. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, fait son travail, mais on a vu quand même qu'avec Zemmour, on était quand même sur une ligne de crête, parce qu'il était quand même à la fois éditorialiste et presque candidat à l'élection présidentielle. Cette situation n'a pas duré très longtemps, mais elle était quand même problématique. Comment vous jugez
sa communication à Éric Zemmour. Il s'entoure de gens pour le coup très jeunes. Il y a eu alors l'épisode du doigt d'honneur, notamment. Est-ce qu'il devrait en faire sa marque de fabrique, incarner le dégagisme? Je pense qu'il a été excellent au début parce qu'il a parfaitement utilisé sa notoriété initiale et même sa personnalité, un peu comme l'a fait Trump il y a quelques années, qui était très connu parce qu'il était connu des téléspectateurs via les shows de télé-réalité et aussi ses participations sur Fox News. Donc un peu à cette manière-là, Zemmour a mobilisé sa notoriété, mobilisé son style comme ça un peu irrévérencieux pour décoller médiatiquement, et ça a très bien marché en septembre et en octobre. Mais là en fait on voit au mois de novembre, et ça sera pareil au mois de décembre, qu'il a pris dans une hésitation entre d'un côté se normaliser et donc devenir un candidat un peu classique qui va sur TF1, France 2, qui fait des déplacements, et rester un candidat totalement trumpien. S'il devait rester un candidat totalement trumpien, et ben en fait il devrait faire du doigt d'honneur sa marque de fabrique et commencer toutes ses interviews et tous ses meetings par un énorme doigt d'honneur envoyé à ce qu'il pourrait appeler le système. Je suis sûr que ça serait efficace, mais le problème c'est que la France ne sont pas les États-Unis, et surtout qu'Éric Zemmour n'est pas Trump, parce que je pense qu'Éric Zemmour est en quête de respectabilité, qu'il tient à son image d'intellectuel cultivé, en tout cas qu'il se revendique comme tel, et donc il va pas accepter d'être assimilé à une sorte de clown gaguesque et trumpien. Alors, dernière question, et puis après on passera au questionnaire des médias. Vous avez dit notamment en introduction que dans votre agence vous intéressiez beaucoup aux nouveaux médias, au digital, au numérique. Je vous ai posé une question sur les médias en disant voilà, est-ce qu'ils peuvent faire une élection présidentielle? Est-ce que vous avez l'impression que maintenant les réseaux sociaux, au contraire, peuvent faire encore davantage une élection présidentielle, et que c'est devenu même peut-être un peu effarant de se dire peut-être que les GAFAM peuvent influer à ce point? Oui, enfin, moi je pense que la prochaine élection présidentielle, celle qui a lieu en 2022, va se jouer sur les réseaux sociaux, ce qui est à la fois positif parce que il y a beaucoup d'horizontalité, chacun peut participer, et c'est aussi inquiétant pour deux raisons principales. La première, c'est que ces réseaux sociaux, ils sont tous possédés par les États-Unis, sauf TikTok qui l'est par des Chinois, donc il n'y a pas de propriété nationale et il n'y a pas de régulation nationale aussi puissante que vis-à-vis de la télé. Et d'autre part, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux réseaux sociaux qui sont tous sauf des enfants de cœur. Il y a des armées de trolls, de gens qui balancent des messages négatifs en Russie, en Chine et ailleurs. Et on a vu dans la dernière élection présidentielle que déjà ils avaient cherché à hacker, à pirater entre guillemets l'élection présidentielle. Donc il y a du très positif et du très négatif, mais en tout cas c'est sûr que ça va jouer là. Très bien. Eh bien, on va maintenant passer au questionnaire des médias pour voir quelles sont vos pratiques médiatiques. Quel est le réseau social que vous utilisez le plus? Instagram. La chaîne de télévision que vous regardez le plus? Bonne question, je pense que c'est BFM. La station de radio? C'est France Info. Forcément. C'est contractuel. Votre podcast favori? Alors, je vais pas dire le mien, je vais dire Pop & Co de Rebecca Manzoni sur France Inter. C'est une émission musicale. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Au cinéma. Ouais, Illusion perdue, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, à la fois parce que j'adore l'œuvre de Balzac et que j'ai trouvé que l'adaptation était vraiment extraordinaire. La dernière série que vous avez terminée? Je viens juste de terminer Succession, enfin tous les épisodes qui ont déjà été diffusés parce qu'il y en a encore d'autres à venir. Donc c'est l'histoire de cette famille américaine qui est prise dans une querelle entre le père et ses enfants à propos de la succession d'une entreprise. Disponible sur quelle plateforme? OCS. Votre journal ou magazine papier de référence, le papier que vous lisez le plus? Society, j'aime beaucoup. Alors c'est 2 fois par mois, mais je trouve que ce que fait Franck Hanez et toute l'équipe autour de lui est absolument exceptionnel. Les enquêtes au long cours, c'est top. Le dernier livre que vous ayez lu, donc terminé? C'est un livre d'Amélie Cordonnier qui est chez Flammarion, qui s'appelle Pas ce soir, qui n'est pas encore sorti, qui sort au mois de janvier, ce qui parle de la destruction, ou en tout cas de la fin du désir au sein d'un couple. Et puis l'application que vous allez consulter sur votre portable à la fin de l'émission pour voir ce que vous avez raté, parce que vous avez certainement raté plein de choses. J'ai regardé sur Twitter quand même. Eh bien, merci beaucoup, Gaspard Ganser. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir partagé votre expérience et votre analyse des médias. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro avec David Collant, donc, dont on a parlé. Au revoir. Au revoir.